Je passe maintenant à la deuxième partie, puisqu'on est venu entendre ce soir Madame Moraïti. Et pour la présenter, je pense que la personne la plus compétente, c'est Madame Roxane Hippolyti, secrétaire de la Fondation Albert Cohen de Corfou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon mari et moi, nous sommes vraiment très heureux d'être ici avec vous ce soir dans ce bâtiment historique et de la part de l'association Albert Cohen et de son président Spiros Gourgas, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On voudrait remercier de tout cœur les salons du Général Dufour et son président, Monsieur Studer, de leur accueil et de leur invitation à cet événement qui met en lumière les liens entre la Suisse et la Grèce. Maintenant, je vais vous lire quelques mots sur la vie professionnelle de Madame Sofia Moraïti. Et Madame Sofia Moraïti, elle est titulaire d'un doctorat avec mention excellent de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Après des études en France, à Londres et à Athènes, elle continue ses recherches sur le XVIIIe et XIXe siècle européen et hellénique. Elle a travaillé pendant 25 ans comme enseignante de langue française, de traduction, de terminologie et de culture à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes, a enseigné pendant 10 ans à l'École nationale d'administration publique, section des attachés commerciaux et des attachés de presse, et a été membre du corps enseignant de l'Université libre de Grèce. Ses études sur la période pré-révolutionnaire de l'histoire néo-hellénique et Ioannis Kapodistrias ont été publiées dans des revues scientifiques. Dans le même temps, elle a étudié la politique éducative de Kapodistrias dès les premières années de son apparition dans la vie politique, d'abord dans l'État ionien en tant qu'inspecteur de l'école du monastère de Ténédos à Corfou, puis en tant que gouverneur du premier État grec. Son étude sur Ioannis Kapodistrias et la diplomatie culturelle est publiée dans le volume Diplomatie culturelle de la Fondation des études internationales de droit, dirigée par le professeur Elias Krispis et la docteure Anastasia Samara Krispis, publié par la maison d'édition Sakoulas. Elle a été aussi membre de l'équipe d'éditeurs du volume Hommage à Ioannis Kapodistrias, approche internationale, institutionnelle et politique. Dans ce volume, elle a publié une étude de plusieurs pages intitulée « Les Lumières grecques et Ioannis Kapodistrias ». Madame Moraïti est secrétaire générale de la Société nationale des écrivains grecs et membre de nombreuses associations et sociétés scientifiques et littéraires en Grèce et à l'étranger. Alors, on vous remercie encore une fois. Madame Moraïti. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens à remercier le président de la Fondation Maison du Four, M. Marc Suder, de son chaleureux accueil et de m'avoir donné l'occasion de participer à cette soirée de mémoire de deux grands hommes, du Genevois général Guillaume-Henri Dufour et du premier président de la Grèce, du Corfiote comte Jean Kapodistrias. Je tiens également à remercier vous tous qui m'honorez de votre présence ce soir. La nouvelle carte géopolitique de l'Europe fut dessinée à partir des guerres des époques napoléoniennes et de nombreuses autres guerres. L'émergence de consciences nationales et de sentiments patriotiques très puissants, la construction de l'unité italienne et la libération des provinces balkaniques, ainsi que les révolutions industrielles donnèrent l'élan à des discussions sur le nouvel aspect de l'Europe. De 1815 à 1871, l'Europe des nations domina la vie politique du temps. Du Congrès de Vienne et de la Sainte Alliance à l'achèvement de l'unité italienne et allemande, des peuples aspirent à former des nations érigées en État
sous l'œil bienveillant ou hostile des grandes puissances. Le XIXe siècle, c'est aussi le siècle où les élites intellectuelles vont transformer le vieux continent en un immense chaudron dans lequel vont bouillonner toutes les idées et tous les arts. Ces savants, ces artistes, ces intellectuels vont porter la recherche technologique, la recherche scientifique, la recherche artistique, la recherche des idées à un niveau jamais atteint auparavant. Voilà le milieu dans lequel ont vécu deux grandes personnalités de l'époque, le général Guillaume-Henri Dufour et le ministre du Tsar Alexandre Ier et futur président de la Grèce, le comte Ioannis Kapodistrias. En étudiant les événements historiques de l'époque, on pourrait parler des vies parallèles de ces deux personnalités. Les deux hommes ont une différence d'âge relativement faible. Dufour fut né le 15 septembre 1787 à Constance, dans le grand-duché de Vade, où il reçut sa première éducation, et Kapodistrias le 11 février 1776 à Corfou. Le premier finit sa vie en plein jour, en 1875, honoré par ses compatriotes chez lui en Suisse, et le second, président de la Grèce, fut assassiné à Nopli en 1831 à l'âge de 55 ans. Tous deux, après leurs études de premier cycle dans leur pays, poursuivirent le premier à l'École polytechnique de Paris et le second en Italie à la célèbre Université de Padoue. La période de leurs études fut importante. Des événements tels que la Révolution française de 1789, les Lumières et le désir de changement social marquèrent l'Europe. Tous les deux, Dufour et Kapodistrias, étaient influencés par les nouvelles idées qui prévalaient à l'époque. La présentation des événements importants de la vie de chacun démontra les valeurs communes qu'ils eurent tous deux appliquées en cours de route. En 1807, à l'âge de 20 ans, Dufour fut admis à l'école impériale polytechnique de Paris, qui, à l'époque, fut logé dans les locaux du collège de Navarre au quartier latin, et y fit des études de 2 ans. À l'âge de 22 ans, et après avoir terminé ses études, 5e au classement général, se trouva à Metz, en France, à l'école d'application de l'artillerie et du génie, afin de poursuivre sa formation d'ingénieur de l'armée. Vers la fin de 1809, les 5 premiers de l'école reçurent l'ordre de partir précipitamment pour Corfou, capitale de la République de cette île et frontière orientale de l'Empire napoléonien, afin de participer aux travaux de fortification de l'île contre les Britanniques. Dufour écrivit dans ses notices biographiques: « Ce fut pour nous une grande déception. Être si loin de la grande armée où nous voulions des promotions et des décorations, si recherchées à l'époque, ressemblait à l'exil. » Kapodistrias commença sa carrière politique plus tôt. Il revint sur son île en 1797, après ses études en médecine, en philosophie et en droit en Italie, et commença à pratiquer la médecine. Il s'engagea dans la politique en 1801, lorsqu'il fut envoyé à Céphalonie pour rétablir l'ordre sur l'île. L'année suivante, il participa à la fondation de l'Association nationale de médecins, dont il fut secrétaire. L'année suivante, il assuma le poste de secrétaire de l'État ionien et demanda au Sénat, et réussit, à créer une école de formation de fonctionnaires de l'État qui utilisa les salles du monastère de Ténède. Et l'année suivante, il fut honoré
du rang de conseiller d'État par le tsar Alexandre Ier. En 1805, il fut nommé inspecteur de l'éducation, c'est-à-dire ministre de l'instruction publique, et fonda 40 écoles dans les îles Ioniennes. L'école du monastère de Dened fut la première école grecque d'enseignement public que tous les fonctionnaires et le clergé grec durent fréquenter pendant 2 ans. Il convient de mentionner que Kapodistrias lança le système de bourse pour aider les étudiants nécessiteux à étudier. En tant que commissaire extraordinaire à Iamabra de Lefkas, en 1807, pour la défense de l'île contre les Ottomans, il appartint au service russe car, avec Kapodistrias, il y avait 300 soldats russes et le métropolite Art Ignace. Là, il rencontra les chefs grecs et reconnut leur rôle important dans l'épuisement des troupes d'Ali Pacha et leur éloignement de Lefkas. Une fois signé le traité de Tilsit, le 7 juillet 1807, l'État des îles Ioniennes fut placé sous la protection française. Pour Napoléon, la conquête de Corfou fut la plus nécessaire pour contrôler l'Adriatique, qui était un lac français. Et pour ce contrôle, il alloua non seulement de l'argent, mais aussi des techniciens militaires, avec une garnison de 13 000 hommes. Le déplacement de Dufour s'est ajouté à cette conception politique. Lorsque les Français arrivèrent à Corfou en 1807, le général Berthier offrit à Kapodistrias des postes que ce dernier n'accepta pas, attendant la préposition des Russes avec lesquels il entretenait de très bonnes relations. Cette invitation vint en 1808 par une lettre du chef du ministère des Affaires étrangères de l'Empire russe, le comte Nikolai Petrovitch Noumiatchev, qui l'informa de sa décoration du titre de chevalier de l'ordre de cet an et l'invita à Saint-Pétersbourg. En 1809, il y arriva et resta 2 ans comme conseiller d'État. Ainsi, lorsqu'en 1810, Dufour arriva à Corfou, via Milan, Rome, Naples et Otrante, en tant qu'officier chargé de prendre en charge les fortifications de l'île pour la protéger contre les Anglais, Kapodistrias fut déjà en Russie. L'arrivée et le séjour à Corfou de Dufour furent vivement décrits dans ses notices biographiques. Ils arrivèrent à Corfou en décembre 1810. Le lendemain de Noël 1810, écrit-il, nous sommes entrés dans le port de Corfou dans la soirée. Le silence absolu suivit le vent. Il nous fallait des rames pour y arriver. Nous sommes dans une canonnière qui avait des voiles et des rames. Nous n'avons pas utilisé de plus gros navires pour que les Anglais ne nous remarquent pas. Et Dufour continue. Nous n'avions pas de toit prêt. Ils nous avaient installés dans une salle vide de tout, à côté d'une autre semblable, où il y avait une foule de danseurs et danseuses qui étaient arrivés en même temps que nous. Les 2 pièces communiquaient pourtant, il ne se passait rien de pervers, mais cette cohabitation d'hommes d'un côté, de femmes de l'autre, qui pouvaient se voir et discuter, était assez comique. Il servit sous les ordres du commandant du génie et commandant de fortification des îles Ioniennes, le colonel Baudran. Dufour déclara qu'il avait de la chance d'avoir trouvé en ce militaire extraordinaire un guide éclairé et plus tard un ami dévoué. Et il termina en écrivant « Il me disait souvent,
il ne suffit pas d'être un bon officier, encore faut-il apprendre à commander pour devenir un vrai homme de guerre. J'ai essayé de profiter de ses paroles et de son exemple. Durant son séjour sur l'île, Dufour, devenu capitaine, surveilla et dirigea les travaux de fortification. Il réalisa une carte de la zone à grande échelle avec ses pièces d'artillerie distinguées de loin, écrit-il. Dans ses notices biographiques, il précisa qu'il eut dessiné cette carte dans les années 11 et 12 et que c'est le premier plan par courbe horizontale. L'original se trouve aux archives du ministère des Affaires militaires de la France. Il participa également aux fouilles archéologiques de Corfou. Ils mirent au jour les ruines du temple de Diane. En plus, il suivit plusieurs cours à l'Académie éolienne, dont Baudran fut président et les capitaines, à Antoine-Marie Ogoya et Charles Dupin, professeurs. Mais la vie sur l'île avait ses côtés agréables, désagréables et dangereux. Parmi les plus agréables, en dehors de leur premier séjour sur l'île déjà évoquée, figura la participation de Dufour avec ses collègues au bal du gouverneur, auquel ils assistaient pour que le génie soit représenté. Leur participation à des comédies de théâtre, des manèges et des courses à chevaux fut également obligatoire, étant donné que les obligations du service n'excluaient pas les loisirs. Dufour décrivit: « J'étais bien taillé pour la danse, et sans l'aimer beaucoup, je m'y étais cependant adonné par esprit de corps pour que le génie fût convenablement représenté au bal du gouverneur. Nous étions 4 officiers, génie, artillerie, marine, état-major, qui y faisaient assaut d'entrechats et de jetés battus. Une caractéristique de l'atmosphère de joie et d'amusement fit sa référence au carnaval où son déguisement en femme eut un tel succès qu'un officier de marine en tomba amoureux. Le côté dangereux décrit par le capitaine de l'époque fut l'incendie de la poudrière du Nouveau-Fort. Face au danger d'expansion des explosions, la panique s'installa tant parmi les riverains que parmi les navires qui se trouvaient dans le port. Dufour avait la charge des hommes qu'il avait placés sur un monticule pour être en sécurité, et sans eau, mais avec de la terre, il réussit à éteindre le feu. La perte, un seul mort, celui qui fut la cause de l'incendie. Cependant, le 3e cas qu'il mentionne dans ses notices biographiques fut l'attaque par les Anglais du navire français parti en reconnaissance. La mission avait en tête le colonel Baudran. Le feu se propagea soudainement dans les cartouches et commença à brûler aussi l'uniforme de Dufour. Il tomba à la mer, grièvement blessé, et comme il est dit, a nagé avec son grand uniforme et son épée au côté, jusqu'au navire le plus proche. Aussi dangereux que fut ce moment pour lui, sa grave blessure l'empêcha d'être transporté à Malte avec le colonel Baudran et les autres prisonniers. Il fut transporté seul à Corfou, où il resta hospitalisé et soigné. Dufour écrivit à Baudran: « Vous avez bien raison d'envier mon sort. Vous gémissez en captivité, tandis que moi, je suis à Corfou et presque guéri. J'ai beaucoup souffert, il est vrai, mais moins de mes brûlures
que de n'avoir pas pu vous défendre. Des 3 incidents mentionnés par Dufour dans ses notices biographiques, l'attaque des Anglais fut celle qu'il faillit lui coûter la vie. Le 12 juillet 1813, il décrivit la situation difficile qu'il confrontait sur l'île de Corfou. Il n'avait plus de nouvelles de France, il n'avait plus de crédit, il se bornait à n'acheter que ce qui était disponible dans les magasins d'alimentation. Il cultivait les jardins que les propriétaires avaient abandonnés, et là, ils avaient leurs volailles. Sur leur table, il n'y avait que du pain, de la morue salée et quelques légumes. De leur côté, les Anglais furent conscients de la destruction et de la démission de Napoléon. Le 30 mai 1814, le nouveau pouvoir royal céda la protection de la République de cette île aux Britanniques. À Corfou, les Français ne voulurent pas rendre l'île tant qu'ils n'eurent pas reçu d'ordre du nouveau gouvernement. Dufour, décrivant la remise de l'île aux Anglais après la chute de Napoléon, laissa transparaître son émotion, sa déception et son amour pour l'empereur des Français. Fidèle à Napoléon Bonaparte, il ne voulut pas croire à sa chute et fut le dernier à vouloir quitter son poste à Corfou et céder l'île aux Anglais. Il insista auprès du commandant de l'île d'Onzelotte pour que le drapeau impérial flotte dans le fort jusqu'au moment où un navire portant un drapeau blanc à la poupe leur annoncerait la mauvaise nouvelle et l'ordre de rendre les forts aux Anglais. Ce qu'il fut fait. La flotte française, commandée par l'amiral Cosmao, apporta l'ordre de rendre l'île ainsi que tous les ravitaillements qui s'y trouvaient. Dufour décrivit le départ. Au soir d'un beau jour, tous nos navires déployèrent leurs voiles et par un vent léger s'éloignèrent de cette ville que nous regrettons maintenant de quitter après l'avoir plus d'une fois maudite quand nous y avons vécu. De la musique militaire jouait. Notre canon répondit aux Anglais. C'était un spectacle majestueux, mais aussi très triste. Pour son attitude durant les derniers jours du séjour de l'armée française à Corfou, il fut honoré par les Français de la Légion d'honneur. De sa part, Emmanuel Lokanakis présenta aussi de manière vivante les derniers jours du séjour des troupes françaises à Corfou. Donzelotte et tous les Français qui étaient à Corfou ne voulaient pas admettre la chute de Napoléon. Ils avaient juré allégeance à l'empereur et avaient refusé de hisser le drapeau blanc au fort et de le remettre aux Anglais. Essayant de gagner du temps, avant d'être contraint de se retirer de Corfou, le commandant français de l'île insista pour attendre des informations et des ordres de son gouvernement. Le 7 juin 1814, le général Boulnois arriva à Corfou avec des navires et mission de rapatrier les soldats français à Toulon. Le 21 juin, le général du Boulnois dit au revoir aux Corfiotes par ces mots. La France est obligée de remettre aux forces alliées le pouvoir et les droits de protection des habitants de votre pays qu'elle a maintenu pendant 8 années entières. Pour atténuer l'amertume et renoncer avec moins de pain aux fruits de tant de travaux qu'elle a fait pour votre salut et de tant de trésors consacrés à votre prospérité future, elle est obligée d'accepter que ce sacrifice soit nécessaire à la paix et au bonheur du monde. Résident de Corfou, vous perdrez le digne et honnête général Donzelotte, le militaire qui fait honneur aux troupes françaises, ce chef sage et éclairé dont le bon commandement conservera longtemps
dans votre mémoire les plus beaux souvenirs. Mais même Don Zelote ne voulait pas partir sans dire au revoir aux habitants de Corfou. Il a dit entre autres, « Déjà, les proues de nos navires sont pointées vers la France. Je vous quitte avant d'avoir pu accomplir, à cause de la guerre, tous les biens qu'il était dans mon pensée de vous faire. D'autres viendront qui compléteront mon œuvre. Vous m'aviez donné le nom de père, ce souvenir, en vous quittant, sera ma seule consolation. » Le 26 juin 1814, les Britanniques entrèrent triomphalement dans la ville de Corfou. Ainsi, les îles Ioniennes sont passées en 15 ans des Vénitiens aux Français démocrates, des Français aux Turcs, des Turcs aux Russes, des Russes aux Français impériaux et enfin aux Britanniques. La fin de l'année 1814 trouva Dufour en congé à Genève où il apprit le retour de Napoléon. Il revint en France, dans la région de Lyon, où il fut chargé de réaliser des fortifications. Après Waterloo, en 1815, il se retrouva avec les partisans de Bonaparte réunis sur la Loire et insistant pour continuer le combat, fidèle comme ses compagnons de guerre au serment de fidélité de l'empereur et fier de sa décoration de la Légion d'honneur. Le retour de Bourbon fut pour Dufour plutôt un assujettissement qu'une reconnaissance de ses services à la France. C'est pourquoi ils le classèrent parmi les impérialistes incorrigibles. Après 8 années pendant lesquelles il servit et combattit pour Napoléon, il s'identifia à sa politique et lui resta fidèle. En 1817, il refusa le nouveau poste que les Français lui offraient à Briançon, refusa la nationalité française et retourna dans sa Genève natale où il recouvra la nationalité suisse qu'il avait perdue 17 ans auparavant, fut nommé professeur de mathématiques à l'Académie, ingénieur en chef et ingénieur civil de canton et lieutenant-colonel de la Garde nationale de Genève. En 1819, il fonda l'école militaire de Thun. Son but était d'une part d'améliorer la formation dispensée aux officiers et d'autre part de créer une armée fédérale homogène. Son travail d'ingénieur laissa sa marque à ce jour. Le cadastre genevois sert encore aujourd'hui de référence. En tant qu'ingénieur civil et en tant que membre du Conseil de représentants, il contribua à l'amélioration de l'esthétique de la ville du côté du lac. Comme Capodiciès, Dufour a beaucoup travaillé pour Genève. De son côté, Capodiciès, en 1811, fut attaché à l'ambassade de Vienne, puis à l'armée de Danube, en qualité de fonctionnaire chargé de fonctions politiques. Sa carrière diplomatique fut si fructueuse que le Charles décola de l'ordre de Saint-Vladimir troisième classe et du Grand Croix de Saint-Anne. En 1913, le Charles l'envoya en Suisse pour assurer sa neutralité et son indépendance. Les manœuvres diplomatiques astucieuses de Capodiciès atteignirent leur objectif en éliminant tout pied des Autrichiens en Suisse. En tant que ministre plénipotentiaire du Tsar pour la Suisse, il réussit à dissiper les soupçons entre les cantons, créa la Constitution suisse et la Fédération suisse. La Diète approuva le mémorandum de Capodiciès qui créa, après avoir unifié les différents cantons, un nouveau type d'État fédéral. À juste titre, il est toujours considéré comme le premier citoyen d'honneur de la Suisse. Capodiciès excella au Congrès de Vienne en tant que représentant de la Russie et selon Knight von Gens, conseiller de Metternich,
L'acte final du Congrès, signé en mai 1815, fut la création de Capodistries et de lui-même. À Vienne, il fonda la Société des Amis de Muse, Philomusus, dont le but fut d'aider à l'éducation des jeunes Grecs. Par ce geste, le représentant du tsar, Alexandre Ier, internationalisait du même coup la question grecque. Après la bataille de Waterloo, Capodistries assuma la représentation de la Russie à Paris et obtint l'intégrité de la France et l'imposition d'un gouvernement constitutionnel dans les îles Ioniennes. Le traité du 5 novembre 15 fut l'un des succès les plus importants du parcours personnel de Capodistries. Pendant cette période, l'homme politique de Corfou excellait sur l'échiquier européen. Dès 1821, cependant, Metternich parvint à influencer la politique européenne du tsar. Avec la déclaration de la révolution grecque par Alexandros Ypsilantis dans les hégémonies transdanubiennes, Capodistries tomba en disgrâce et prit un congé pour des raisons de santé. Genève était la ville où il choisit de rester après avoir quitté la Russie et avant sa rentrée en Grèce en tant que premier président du petit État grec indépendant. Là, à Genève, avec son ami et grand philhellène Einar, renforça le philhellénisme et aida les Grecs autant qu'il le pouvait. Il envoyait de l'argent et des armements en Grèce. Il arriva en Grèce à Nauplie le 18 janvier 1828 et depuis ce jour, il suivit le chemin du sacrifice pour la nation. Il s'occupa de la réorganisation des forces armées et de l'éducation. Il fonda avec l'aide financière d'Einar l'orphelinat à Égine, des écoles et l'imprimerie où on imprimait les livres utilisés aux écoles et certains journaux. Il prit soin de la refonte et reconstitution des villes, Nauplie, Argos, Messaloniki, Patra, en faisant appel à l'architecte corfiote Stamatis Vouluelis. À noter également le fait que 300 jeunes Grecs étudièrent en Europe avec son propre argent. Il considérait l'agriculture comme la principale source de richesse de la Grèce et encourageait la culture de la pomme de terre. Capodistries connaissait Dufour, sinon personnellement, du moins de son œuvre et de son école. Dans sa correspondance échangée pendant qu'il était premier président de la Grèce, il y a des références à son nom lorsqu'il demandait son aide pour l'armée ou lorsqu'il envoyait des étudiants grecs en Europe pour des études. De sa part, Spiridon Theodokis publia 5 lettres échangées avec son ami fidèle, le Suisse Einar. Il fut question d'aide financière, des emprunts dont le nouveau pays avait tellement besoin pour renforcer son économie. Les œuvres de charité par les organisations philhelléniques de l'Europe, ainsi que les contacts d'Einar avec le général Dufour, étaient toujours dans le cycle de négociation. Dans la lettre du 20 août 1827 de Londres, Einar informa Capodistries que le général aiderait à trouver quelques centaines de soldats suisses, utiles à la fois pour protéger Capodistries et pour enseigner la discipline aux Grecs. Dans une autre lettre, Einar fait part de sa discussion avec le général Dufour. Le général insistait sur la difficulté de trouver un commandant de bataillon capable, comme je le voudrais pour le compte, dit-il, mais aussi des soldats. Il mentionne le nom de M. Beauvais-Poc, ancien officier de la garde royale, qu'il juge digne de confiance. Les difficultés à trouver des chefs militaires furent plus qu'évidentes dans la 4e lettre qu'Einar envoya à Capodistries de Beaulieu.
Malheureusement, les hommes capables et les bons soldats étaient partis pour la France, l'Espagne et Naples. Et il termine en écrivant qu'il regrette de ne pas être militaire et de ne connaître aucun d'eux. Dans les 4 volumes de la correspondance du comte Ioannis Kapodistrias, président de la Grèce, publiés après sa mort par ses frères, il y a 4 lettres où Kapodistrias fait référence à Dufour. Le destinataire est le même, son ami Einar. Les 2 premières ont été envoyées de Londres en septembre 1827. Sans évoquer leur sujet, il est sûr qu'ils concernent ce qui les préoccupe principalement à cette époque. La création d'un corps militaire, la sélection de son chef et les finances. Dans toutes les lettres, Kapodistrias considère l'aide d'Einar importante et nécessaire. La 3e, la 4e et la 5e lettre présentent un certain intérêt du point de vue qu'elles traitent d'une question différente. La 3e, écrite à Egine, touche un point qui préoccupait Kapodistrias pendant toute sa vie, celui de l'éducation. Mavromichalis, écrit-il, c'est celui qui va le tuer quelques années après, me demanda mon aide concernant son fils qui étudie à Paris. Je ne sais qui est ce qu'est le jeune homme, ce qu'il a appris et ce qu'il peut faire. Je pense cependant que Paris est en tout cas celui qui ne lui convient pas du tout. S'il y a moyen de placer le jeune comme appareil de M. Dufour, je vous en serais obligé. Le plus important, c'est que Kapodistrias s'engagea à payer 100 louis par an pour couvrir les frais d'éducation du jeune Mavromichalis. Dans la 4e lettre écrite à Paul en décembre 1828, ayant comme destinataire le philhellène suisse, Kapodistrias le félicita d'avoir choisi Pictet, Hesse et Dufour comme membre du comité philhellène. Enfin, sa 5e lettre, en mars 1829, fut envoyée à M. Heinz de Châtel, à Genève, et lui présenta le moine Valactios, qui alla à Genève se perfectionner dans l'horlogerie et revenir en Grèce afin d'exercer le métier, mais aussi d'enseigner son art à d'autres jeunes. Kapodistrias assuma toutes les dépenses du moine et pria à M. de Châtel de le présenter à M. Dufour et à d'autres professeurs philhellènes. En dehors de tout ce que les 2 hommes offrirent de leur pays, une chose qu'ils avaient en commun était leur charité. Dufour est plus connu comme officier, ingénieur ou mathématicien, mais il fut l'un des 5 membres de la commission qui eut l'idée de soigner les blessés sur les champs de bataille. Grâce à Dufour et à ses nombreuses relations à l'étranger, la conférence de 1864 fut convoquée à l'issue de laquelle fut signé le traité de Genève qui servit de base à l'établissement de la Croix-Rouge. Kapodistrias fut connu pour les œuvres de charité aux pauvres familles de Grecs en assurant leur nourriture et l'éducation des jeunes. Il s'occupa lui aussi de l'enseignement de mathématiques et des sciences naturelles dans les écoles qu'il fonda en Grèce. Par l'intermédiaire de la Société philanthropique et de nombreuses organisations philhellènes d'Europe, il fournit toute l'aide possible aux Grecs. La suite est connue. Les Grecs qui l'aimaient tant et pour lesquels il sacrifia sa carrière politique, ses biens et sa vie, se comportèrent différemment des Suisses. Les Suisses ont honoré et honorent encore leur concitoyen, le général Dufour,
en reconnaissant sa contribution au bonheur de leur pays. Ils ont honoré et honorent encore le comte Ioannis Kapodistrias. En Grèce, un pays qui venait de retrouver sa liberté après 400 ans d'esclavage, la présence du président Kapodistrias, qui voulait rétablir et reformer tout, était incompréhensible. Pour ses ennemis politiques, la solution était de le tuer. Aujourd'hui, historiens et chercheurs se plient et étudient les sources afin de donner une nouvelle écriture de cette période historique dont le protagoniste était le Corfiote comte Ioannis Kapodistrias. Pacifiste, humanitaire, esprit ouvert, Dufour avait le rôle des grands hommes qui font évoluer l'histoire, selon la phrase du directeur de la Bibliothèque de Genève. Ami de la paix et humaniste, esprit ouvert, Kapodistrias avait le même rêve que Dufour, celui d'offrir pour le bien de son pays. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, chacun à leur tour, dans l'Europe du XIXe siècle. Je voudrais terminer par les mots que Mikis Theodorakis a prononcés en 2013 lors de la cérémonie de remise du titre de membre honoraire dans l'Académie d'Athènes, exprimant son rêve pour la Grèce. Je veux que la Grèce devienne une Suisse de paix et de culture, avec les symboles de l'acropole d'Athènes, d'Olympie et de Delphes, symbole universel de fraternité et de paix entre le peuple. La paix et la prospérité du peuple n'étaient-elles pas la vision de deux hommes, du général suisse Guillaume-Henri Dufour et du Corfiote comte Ioannis Kapodistrias? Je vous remercie.